Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle lecture ensemble, une lecture classique de la moitié ou deuxième moitié du XXe siècle. C'est avec Paul Valéry que nous passons la soirée et ce poète et philosophe français nous a, offert, si je puis dire, plusieurs poèmes et dialogues philosophiques écrits tout juste avant sa nomination à l'Académie française. Alors parmi eux, il y a Eupalinos ou l'architecte que je poursuis pour vous ce soir. Ce dialogue entre Socrate et Phèdre a été publié en 1921. Je vous laisse rentrer dans cette discussion avec moi. Et puis pendant l'émission, vous n'hésitez pas à réagir évidemment, #VBN. Phèdre. Je vois bien que musique et architecture ont chacune avec nous cette profonde parenté. Socrate. Toutes les deux occupent la totalité d'un sens. Nous n'échappons à l'une que par une section intérieure, à l'autre que par des mouvements. Et chacune d'elles emplit notre connaissance et notre espace de vérités artificielles et d'objets essentiellement humains. Phèdre. Donc l'un et l'autre se rapportant si directement à nous, sans intermédiaire, doivent soutenir entre elles des rapports particulièrement simples. Socrate. C'est cela même, et tu dis bien sans intermédiaire, car les objets visibles qu'empruntent les autres arts et la poésie, les fleurs, les arbres, les êtres vivants et même les immortels, quand ils sont mis en œuvre par l'artiste, ne laissent pas d'être ce qu'ils sont, et de mêler leur nature et leur signification propre au dessein de celui qui les emploie à exprimer sa volonté. Ainsi, le peintre qui désire qu'un certain lieu de son tableau soit de couleur verte, y place un arbre. Et il dit par là quelque chose de plus que ce qu'il voulait dire dans le principe. Il ajoute à son ouvrage toutes les idées qui dérivent de l'idée d'un arbre et ne peut pas se borner à ce qui suffit. Il ne peut séparer la couleur de quelque être. Phèdre. Tel est le profit et tel le désavantage d'être asservi aux objets réels. Chacun d'eux est une pluralité de choses pour l'homme et peut entrer dans une pluralité d'utilités différentes pour ses actes. Ce que tu dis du peintre me fait songer aussi à ses enfants, auxquels le pédagogue fait raisonner sur Achille et la tortue, et de trouver le temps qu'il faut à un héros pour rejoindre un pesant animal. Au lieu de chasser la fable de leur esprit et de ne retenir que les nombres et leur rapport arithmétique, ils imaginent d'une part les pieds ailés, de l'autre la tardive tortue. Ils épousent successivement les deux êtres, pensent l'un et pensent l'autre, et créant ainsi deux temps et deux espaces incommunicables, ne parviennent jamais à l'état dans lequel il n'y a plus d'Achille, ni de tortue, ni de temps même, ni de vitesse, mais des nombres et des égalités des nombres. Socrate. Mais les arts dont nous parlons doivent au contraire, au moyen de nombres et de rapports de nombres, enfanter en nous, non point une fable, mais cette puissance cachée qui fait toutes les fables. Ils élèvent l'âme au ton créateur et la font sonore et féconde. Elle répond à cette harmonie matérielle et pure qui lui communique par une abondance inépuisable d'explications et de mythes qu'elle engendre sans effort, et elle crée pour cette émotion invincible que les formes calculées et les justes intervalles lui imposent une infinité de causes imaginaires qui la font vivre 1000 vies merveilleusement promptes et fondues. Phèdre. La peinture ni la poésie n'ont cette vertu. Socrate. Elles ont les leurs, certes, mais qui résident en quelque sorte dans le présent. Un beau corps se fait regarder en soi-même et nous offre un admirable moment. C'est un détail de la nature que l'artiste a arrêté par miracle. Mais la musique et l'architecture nous font penser à toute autre chose qu'elles-mêmes. Elles sont au milieu de ce monde comme les monuments d'un autre monde, ou bien comme les exemples, ça et là, disséminés d'une structure et d'une durée qui ne sont pas celles des êtres, mais celles des formes et des lois. Elles semblent vouées à nous rappeler directement l'une la formation de l'univers, l'autre son ordure et sa stabilité. Elles invoquent les constructions de l'esprit et sa liberté qui recherche cet ordre et le reconstitue de 1000 façons.
Elle néglige donc les apparences particulières dont le monde et l'esprit sont occupés ordinairement. Plantes, bêtes et gens. Même, j'ai observé quelquefois en écoutant la musique, avec une attention égale à sa complexité, que je ne percevais plus en quelque sorte les sons des instruments en tant que sensation de mon oreille. La symphonie elle-même me faisait oublier le sens de l'ouïe. Elle se changeait si promptement, si exactement en vérité animée et en universelles aventures, ou encore en abstraites combinaisons que je ne savais plus connaissance de l'intermédiaire sensible, le son. Phèdre. Tu veux dire, n'est-ce pas, que la statue fait penser à la statue, mais que la musique ne fait pas penser à la musique, ni une construction à une autre construction. Ce en quoi tu as raison, une façade peut chanter. Mais je me demande en vain comment ces étranges effets sont possibles. Socrate, il me semble que nous avons déjà trouvé. Phèdre, je n'en ai que le sentiment confus. Socrate, qu'avons-nous dit? Imposer à la pierre, communiquer à l'air, des formes intelligibles, n'emprunter que peu de choses aux objets naturels, n'imiter que le moins du monde. Voilà bien qui est commun aux deux arts. Phèdre, oui, cette négociation leur est commune. Socrate, mais produire au contraire des objets essentiellement humains, user de moyens sensibles qui ne soient pas des ressemblances de choses sensibles, et des doubles des êtres connus, donner des figures aux lois, ou déduire des lois elles-mêmes leurs figures, n'est-ce pas également le fait de l'un et de l'autre? Phèdre, il se compare aussi par là. Socrate, le mystère est donc traqué dans ces quelques idées. L'analogie que nous poursuivons tient peut-être à ces figures, à ces êtres à demi concrets, à demi abstraits, qui jouent un si grand rôle dans nos deux arts. Ce sont des êtres singuliers, véritables créatures de l'homme, qui participent de la vue et du toucher, ou bien de l'ouïe, mais aussi de la raison, du nombre et de la parole. Phèdre, tu veux parler des figures géométriques? Socrate, oui, et des groupes de sons, ou des rythmes et des modes musicaux. Le son lui-même, le son pur, est une sorte de création. La nature n'a que des bruits. Phèdre, mais toutes les figures ne sont-elles pas géométriques? Socrate, pas plus qu'un bruit n'est un son musical. Phèdre, mais comment distingues-tu les unes des autres et les figures géométriques de celles qui ne le sont pas? Socrate, considérons d'abord celle-ci. Suppose, cher Phèdre, que nous soyons vivants encore, pourvus de corps et de cordes entourés. Prends un style, te dirais-je, ou prends une pierre aiguë, et trace sur quelque muraille n'importe quel trait, sans y penser. Trace d'un seul mouvement. Le fais-tu? Phèdre, je le fais, quoique immatériel, me servant de mes souvenirs. Socrate, qu'as-tu fait? Phèdre, il me semble que j'ai tracé une ligne de fumée. Elle va, se brise, revient, et se noue ou se boucle, et se brouille avec elle-même, et me donne l'image d'un caprice sans but, sans commencement, ni fin, ni sans autre signification que la liberté de mon geste dans le rayon de mon bras. Socrate, c'est cela. Ta main ne savait pas elle-même, étant à tel endroit où elle irait ensuite. Elle était confusément poussée par la tendance de sortir seulement du lieu qu'elle occupait. Elle était retenue, d'autre part, et comme ralentie par son éloignement croissant de son corps. Et enfin la pierre elle-même, rayant la pierre avec une facilité inégale dans les différentes directions, ajoutait ce hasard au tien propre. Est-ce là une figure géométrique? Oh, Phèdre. Phèdre, certainement non, mais je ne sais pourquoi. Socrate, et si je te priais maintenant de dessiner avec cette pierre ou avec ce poinçon la figure d'une chose, celle d'un vase par exemple, ou le profil Camus de Socrate, ce trait que tu tracerais serait-il plus géométrique que le trait gravé au hasard sur le mur? Phèdre, non, non en soi. Socrate, tu réponds comme je l'eusse fait moi-même, non en soi. Tu sens donc qu'il y a quelque chose de plus dans ton acte assujetti à un modèle que dans l'acte précédent qui ne tendait à rien, qu'à rayer l'enduit d'une muraille. Et pourtant la figure tracée,
le galbe d'un vase ou la bizarre sinuosité du nez de Socrate, n'est pas en soi plus géométrique que la ligne aveuglément conduite tout d'abord. Chaque instant de ton mouvement est étranger aux autres instants. Rien de nécessaire ne lie la concavité de mon nez à la convexité de mon front. Mais ta main, cependant, n'est plus libre d'errer sur le mur à présent. Tu veux quelque chose et tu imposes à ton tracement cette loi extérieure qu'il reproduise une forme donnée. Tu t'obliges à ceci et même tu as défini cette loi que tu t'es imposée par ces quelques mots. Représenter l'ombre de la tête de Socrate sur une surface plane. Cette loi n'est pas suffisante pour guider ta main, puisqu'il faut encore la présence du modèle. Mais elle régit l'ensemble de son action. Elle en fait un tout, qui a sa fin, sa sanction et ses bornes. Phèdre. En vérité, je pourrais donc dire que je fais acte géométrique, mais que la figure elle-même qui en résulte n'est pas géométrique. Socrate. Parfaitement. Ou tu peux dire qu'elle l'est en tant que ressemblance et qu'elle ne l'est pas en elle-même. Phèdre. Arrive maintenant aux figures véritablement géométriques. Socrate. J'y arrive, mais je ne crois pas mieux dire ce qu'elles sont que je ne les fais par l'exclusion des autres figures. Phèdre. Il faut le dire tout de même. Socrate. J'appelle donc géométrique celle des figures qui sont traces de ces mouvements que nous pouvons exprimer en peu de paroles. Phèdre. Alors, si tu commandes à quelqu'un de marcher, ce seul mot engendre des figures géométriques. Socrate. Non. Si je dis marche, le mouvement n'est pas assez bien défini par cet ordre. L'homme peut aller en avant, en arrière, obliquement ou de travers. Ce qu'il faut, c'est que par une seule proposition, le mouvement soit défini de façon si précise qu'il ne reste au corps mobile d'autre liberté que de le tracer. Et lui seul, il faut que cette proposition soit obéie. De tous les moments, de ce mouvement de telle sorte que toutes les parties de la figure soient une même chose dans la pensée, quoique différentes dans l'étendue. Si donc je te dis de marcher en te tenant toujours également distant de deux arbres, tu engendres une de ces figures, pourvu que tu conserves dans ton mouvement cette condition que je t'ai donnée. Phèdre. Et ensuite, quoi de merveilleux dans cette génération? Socrate. Je ne sais rien de plus divin, rien de plus humain, rien de plus simple, rien de plus puissant. Phèdre. Je suis curieux de tes raisons. Socrate. Ô mon ami, tu ne trouves donc pas admirable que la vue et le mouvement soient si étroitement unis que je change en mouvement un objet visible, comme une ligne, et un mouvement en objet, que cette transformation soit certaine, et la même toujours, et qu'elle le soit au moyen de la parole. La vue me donne un mouvement, et le mouvement me fait sentir sa génération et les liens du tracement. Je suis mue par la vue, je suis enrichie d'une image par le mouvement, et la même chose m'est donnée, que je l'aborde par le temps, que je la trouve dans l'espace. Phèdre. Mais en quoi les paroles sont-elles nécessaires? Et pourquoi ce peu de paroles? Socrate. Ceci, cher Phèdre, est le plus important. Pas de géométrie sans la parole. Sans elle, les figures sont des accidents et ne manifestent ni ne servent la puissance de l'esprit. Par elles, les mouvements qui les engendrent étant réduits à des actes nettement désignés par des mots, chaque figure est une proposition qui peut se composer avec d'autres. Et nous savons ainsi, sans plus d'égard à la vue ni au mouvement, reconnaître les propriétés des combinaisons que nous avons faites, et comme construire ou enrichir l'étendue au moyen de discours bien enchaînés. Phèdre. Alors le géomètre, quand il a suffisamment considéré la figure, ferme en quelque sorte les yeux et se fait aveugle. Socrate. Pour un temps, il se retire des images et cède aveuglément au destin que font aux paroles les machines de l'esprit. Au sein d'un laborieux silence, les paroles plus complexes se résolvent au plus simple. Les idées qui étaient identiques mais distinctes se confondent. Les formes intellectuelles semblables se résument et se simplifient. Les notions communes engagées
dans des propositions différentes, servent de lien entre celles-ci et disparaissent, permettant de réunir les autres choses à quoi elles étaient séparément attachées. Il ne reste plus de la pensée que ces actes purs, par lesquels, devant elle-même, elle se change et se transforme en elle-même. Elle extrait enfin de ces ténèbres le jeu entier de ses opérations. Phèdre, cet aveugle admirable, se contemple en tant que théâtre d'une chorégraphie savante de symboles. Te souvient-il des yeux hagards de Dioclès? Mais ces merveilles ne sont que les effets suprêmes de langage. Phèdre, voici donc que le langage est constructeur. Je savais déjà qu'il est la source des fables, et pour certains, le père même des Socrates. Phèdre, Phèdre, l'impiété manque de grâce en ces lieux. Ici, n'étant point de foudre, le blasphème n'a point de mérite, et ces vagues prairies ne nourrissent de cigues. Mais véritablement, la parole peut construire comme elle peut créer, comme elle peut corrompre. Un autel qu'on lui dresserait devrait présenter au jour 3 faces différemment ornées. Et si j'avais à la figurer sous les apparences humaines, je lui donnerais 3 visages. L'un, presque informe, signifierait la parole commune, celle qui meurt à peine née et qui se perd sur le champ par l'usage même. Aussitôt, elle est transformée dans le pain que l'on demande, dans le chemin que l'on vous indique, dans la colère de celui qui frappe l'injure. Mais le second visage jetterait par sa bouche arrondie un flot cristallin d'eau éternelle. Il aurait les traits les plus nobles, l'œil grand et enthousiaste, le col puissant et gonflé que les statuaires donnent aux muses. Phèdre. Et le troisième, Socrate. Par Apollon, comment figurer celui-ci? Il y faudrait je ne sais quelle physionomie inhumaine, avec des traits de cette rigueur et de cette subtilité qu'on dit que les Égyptiens ont su mettre sur le visage de leur dieu. Phèdre, on dit vrai, la ruse, les énigmes, une précision presque cruelle, une finesse implacable et quasi bestiale. Tous les signes de l'attention féline et d'une féroce spiritualité sont visibles sur les simulacres de ces dures divinités. Le mélange, habilement mesuré de l'acuité et de la froideur, cause dans l'âme un malaise et une inquiétude particulière. Et ces monstres de silence et de lucidité, infiniment calmes, infiniment éveillés, rigides, et qui semblent doués d'imminence ou d'une souplesse prochaine, apparaissent comme l'intelligence elle-même, en tant que bête et animal impénétrable qui tout pénètre. Socrate. Qu'est-ce qu'il y a de plus mystérieux que la clarté? Quoi de plus capricieux que la distribution, sur les heures et sur les hommes, des lumières et des ombres? Certains peuples se perdent dans leurs pensées, mais pour nous autres Grecs, toutes choses sont formes. Nous n'en retenons que les rapports. Et comme enfermés dans le jour limpide, nous bâtissons pareil à Orphée, au moyen de la parole, des temples de sagesse et de science qui peuvent suffire à tous les êtres raisonnables. Ce grand art exige de nous un langage admirablement exact. Le nom même qui le désigne est aussi le nom parmi nous de la raison et du calcul. Un seul mot dit ces 3 choses. Car qu'est-ce la raison sinon le discours lui-même, quand les significations des termes sont bien limitées et assurées de leur permanence, et quand ces significations immuables s'ajustent les uns avec les autres et se composent clairement. Et c'est là une même chose avec le calcul. Phèdre. Comment cela, Socrate? C'est que parmi les paroles sont les nombres qui sont les paroles les plus simples. Phèdre. Mais les autres paroles qui ne sont pas simples ne sont pas propres au calcul. Socrate. Elles le sont, difficilement. Phèdre. Pourquoi? Socrate. C'est qu'elles furent créées séparément, et les unes à tel instant et par tel besoin, et les autres dans une autre circonstance, un seul aspect, des choses, un seul désir, un seul esprit, ne les ont pas instituées comme par un seul acte. Leur ensemble n'est donc approprié à aucun usage particulier. Et il est impossible de les conduire à des développements certains et éloignés sans se perdre dans leurs ramifications infinies. Il faut donc ajuster ces paroles complexes comme des blocs irréguliers,
spéculant sur les chances et les surprises que les arrangements de cette sorte nous réservent et donner le nom de poète à ce que la fortune favorise dans ce travail. Phèdre, tu sembles conquis toi-même à l'adoration de l'architecture. Voici ce que tu ne peux parler sans emprunter de l'art majeur, ses images et son ferme idéal. Socrate, je suis encore tout imprégné des propos d'Eupalinos que tu rapportais. En moi-même, ils ont réveillé quelque chose qui leur ressemble. Phèdre, tu contenais donc un architecte ? Socrate, rien ne peut nous séduire, rien nous attirer. Rien ne fait se dresser notre oreille, se fixer notre regard. Rien par nous n'est choisi dans la multitude des choses et ne rend inégale notre âme. Qui ne soit en quelque manière ou préexistant dans notre être ou attendu secrètement par notre nature. Tout ce que nous devenons, même passagèrement, était préparé. Il y avait en moi un architecte que les circonstances n'ont pas achevé de former. À quoi le connais-tu ? Socrate. À je ne sais quelle intention profonde de construire qui inquiète sourdement ma pensée. Phèdre, tu n'en fis rien paraître quand nous étions. Socrate, je t'ai dit que je suis né plusieurs et que je suis mort un seul. L'enfant qui vient est une foule innombrable, que la vie réduit assez tôt à un seul individu, celui qui se manifeste et qui meurt. Une quantité de Socrate est née avec moi, d'où peu à peu se détacha le Socrate qui était dû au magistrat et à la cigue. Phèdre, et que sont devenus tous les autres ? Socrate, idées, ils sont restés à l'état d'idées. Ils sont venus demander à être et ils ont été refusés. Je les gardais en moi, en tant que mes doutes et mes contradictions. Parfois, ces germes de personnes sont favorisés par l'occasion et nous voici très près de changer de nature. Nous nous trouvons des goûts et des dons que nous ne soupçonnions pas d'être en nous. Le musicien devient stratège, le pilote se sent médecin, et celui dont la vertu se mirait et se respectait elle-même se découvre un cacus caché et une âme de voleur. Phèdre. Il est bien vrai que certains âges de l'homme sont comme des croisements de routes. Socrate. L'adolescence est singulièrement située au milieu des chemins. Un jour, de mes beaux jours, mon cher Phèdre, j'ai connu une étrange hésitation entre mes âmes. Le hasard dans mes mains vint placer l'objet du monde le plus ambigu. Et les réflexions infinies qu'il me fit faire pouvaient aussi bien me conduire à ce philosophe que je fus qu'à l'artiste que je n'ai pas été. Phèdre, c'est un objet qui t'a sollicité si diversement ? Socrate, oui, un pauvre objet. Une certaine chose que j'ai trouvée en me promenant. Elle fut l'origine d'une pensée qui se divisait d'elle-même entre le construire et le connaître. Phèdre, merveilleux objet. Objet comparable à ce coffret de Pandore où tous les biens et tous les maux étaient ensemble contenus. Fais-moi voir cet objet, comme le grand Homère nous fait admirer le bouclier du fils de Pelée. Socrate, tu penses bien qu'il est indescriptible. Son importance est inséparable de l'embarras qu'il me causa. Phèdre, explique-toi plus abondamment. Et nous aurons l'explication de Socrate dans notre prochain voyage au bout de la nuit. Merci en tout cas d'avoir été avec moi pour cette lecture de Paul Valéry. J'espère que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas à donner votre opinion, à réagir dès à présent avec le hashtag VBN. Et puis quant à moi, vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon blog Something About Victoria où je vous parle de mode, de voyage, de beauté et de mes projets artistiques, notamment sur la télévision anglaise pour une série War and Peace qui est l'adaptation de Guerre et Paix de Tolstoï. J'ai tourné dans cette très jolie production anglaise et je serai ravie d'en parler avec vous. N'hésitez pas donc à aller me voir sur mon blog et puis pour les replays de cette émission, c'est sur le site de D8. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée sur notre chaîne et à bientôt pour une nouvelle émission ensemble.